Bonjour, je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, chargée de cours à l'Université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie et à la conscience. Les psychédéliques en santé mentale, la renaissance. Les psychédéliques font un retour très remarqué sur la scène de la santé mentale ces dernières années et c'est probablement dû au fait que nous n'avons pas eu de véritable innovation thérapeutique dans ce domaine depuis 1986 et la commercialisation du Prozac, c'est-à-dire la découverte des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Or, un grand nombre de personnes restent en souffrance malgré les thérapies, malgré les médicaments, notamment dans le cadre de la dépression ou des traumas ou encore des troubles obsessionnels compulsifs, où à peu près 20 à 30% des patients résistent à toute forme de thérapie. Un des psychédéliques classiques les plus connus, c'est le LSD, l'acide lysergique diéthylamide, qui a été synthétisé en 1938 dans les laboratoires Sandoz à Bâle en Suisse par Albert Hofmann, un chimiste. Et c'est ce même Albert Hofmann qui, 5 ans plus tard, en 1943, va découvrir les effets psychotropes du LSD un peu par hasard. Bon, il a une expérience un peu particulière le 16 avril, c'est un vendredi. Il se sent bizarre, il a des visions et il se doute que c'est la substance sur laquelle il travaille qui lui procure ces effets. Et donc, le lundi, il prend volontairement 250 microgrammes de LSD, ce qui est une très grande dose, alors qu'il pense prendre une toute petite dose. Et il rentre chez lui en vélo. Il a donc beaucoup de visions, il fait une expérience tout à fait extraordinaire. Et c'est ce qu'on voit représenté sur ce petit buvard qui contient donc une goutte de LSD. Albert Hofmann est mort à 102 ans et il a fait son dernier trip à l'âge de 97 ans. Un autre psychédélique classique, c'est la DMT, la diméthyltryptamine, qu'on trouve notamment dans le breuvage ayahuasca, qui est consommé dans les rituels chamaniques en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Alors en fait, ce breuvage est constitué de plantes et d'une liane, la liane qui s'appelle aussi ayahuasca, et qui contient des alcoïdes qui permettent que la DMT qui est contenue dans les plantes, qui sont cuites donc avec cette liane, que ces plantes donc, qui elles contiennent les substances psychédéliques, la DMT, que cette DMT ne soit pas détruite par l'appareil digestif. La psilocybine, extraite des champignons psilocybés qu'on appelle les champignons magiques ou les champignons hallucinogènes. Il en existe à peu près 200 espèces. La psilocybine a été elle aussi extraite par Albert Hofmann en 1957 et synthétisée par les laboratoires Sandoz en 1958. Actuellement, c'est une des molécules les plus étudiées, notamment pour la dépression et le trauma et probablement pour d'autres indications dans les années à venir. C'est une molécule très étudiée probablement parce qu'elle n'a pas, comme le LSD, une réputation sulfureuse et qui plus est, son action est de plus courte durée, ce qui est évidemment plus confortable pour la recherche. Et dernier psychédélique classique, la mescaline qui est contenue dans les cactus San Pedro et Peyote. Les psychédéliques et apparentés, notion de base. Les substances apparentées aux psychédéliques ont des mécanismes pharmacologiques différents des psychédéliques classiques, mais ce qui est intéressant, c'est que leurs effets subjectifs, c'est-à-dire ce qu'en disent les consommateurs et leurs effets thérapeutiques, sont assez semblables. Probablement que dans les années qui viendront, des distinctions se feront entre les différentes substances et probablement qu'il y aura une recatégorisation. Peut-être que tout va s'appeler psychédélique avec des sous-catégories, peut-être que ce seront des substances différentes. L'avenir nous dira si on tient compte principalement des mécanismes pharmacologiques ou plutôt de la phénoménologie, de ce que les patients en disent.
Parmi ces substances apparentées, la salvinorine A, qui est issue de la plante Salvia divinorum, qu'on appelle aussi la sauge des devins. C'est une plante qui pousse notamment au Mexique et qui est utilisée par les Mazatèques dans leurs cérémonies. Cette plante laisse de grands espoirs pour les troubles dissociatifs, les troubles psychotiques et les troubles bipolaires, et pour les dépendances à certains stimulants comme la cocaïne et les amphétamines. L'ibogaïne, issue de l'arbuste iboga qui pousse en Afrique de l'Ouest, notamment au Gabon, et qui laisse de grands espoirs pour tout ce qui est trouble addictif. Malheureusement, c'est une plante aussi qui a une cardiotoxicité, donc elle doit être utilisée avec prudence et dont les effets sont très très longs. La kétamine, un anesthésique dissociatif qui est connu depuis très longtemps, une substance qui n'a jamais été illégale dans le champ de la médecine puisqu'elle est utilisée tous les jours par les médecins réanimateurs partout dans le monde. Elle est autorisée depuis 2020 aux États-Unis pour le traitement de la dépression et dans de nombreux pays depuis 2022. La MDMA, connue dans le milieu récréatif sous le nom d'ecstasy, c'est une amphétamine un peu particulière. Elle a été synthétisée à la fin des années 1970 et interdite en 1985. Elle est très étudiée notamment pour le traumatisme psychique, déjà autorisée en Australie depuis juillet 2023. Elle devrait recevoir une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis à partir du mois d'août 2024. Alors cette substance a peu d'effets hallucinogènes et probablement qu'elle sera dans une catégorie à part dans les années à venir et qu'elle ne sera pas reconnue comme psychédélique à part entière. Aldous Huxley, l'écrivain, était ami avec le psychiatre Humphrey Osmond. Ils s'écrivaient régulièrement. Tous deux consommaient ces substances dont ils exploraient les effets et ils cherchaient un terme pour les nommer. Un jour, Osmond écrit à Huxley ce distique : « Pour sonder l'enfer ou planer comme un ange, prenez juste une pincée de psychédélique. » Le mot psychédélique était né, construit à partir de deux mots grecs, psyché, l'esprit, délos, qui est révélé, psychédélique, qui révèle l'esprit. Alors quels sont ces effets psychédéliques ? Eh bien, ça va dépendre à la fois du produit, du dosage et du métabolisme. Pour prendre une comparaison, on n'a pas les mêmes effets avec un verre de bière ou avec la même quantité de vodka. On n'a pas les mêmes effets si on prend un verre de bière ou si on en boit 10. Et on n'a pas les mêmes effets si on a une armoire à glace de 130 kg ou une petite brindille de 45 kg. La plupart des substances n'ont pas d'effets particuliers différents en fonction du contexte. Par exemple, si je prends de la caféine, cet effet sera le même que je sois chez moi, à la maison, au restaurant ou dans une fête avec des amis. L'alcool, par contre, est une substance qui est dépendante du contexte. Je peux danser comme dans Dirty Dancing, comme Patrick Swayze, si je suis en boîte de nuit, et je peux faire des longueurs de canapé complètement avachis si je suis chez moi seule. Eh bien, les psychédéliques ont aussi cette particularité d'avoir des effets qui vont être très dépendants du contexte et nous en reparlerons quand nous parlerons du set and setting. Alors, la montée, souvent on a une montée qui peut être très rapide, par exemple avec la kétamine, qui peut aller jusqu'à 30 à 45 minutes selon les produits. La durée des effets psychédéliques peut être de très courte durée, notamment pour la kétamine, et peuvent être très longs. Par exemple, le LSD, ça peut être 10-12 heures. C'est aussi très long, par exemple, avec l'ibogaïne. Parmi les effets visuels sont souvent importants, avec une modification de la perception visuelle, une acuité accrue, des distorsions. Par exemple, on voit des formes géométriques, on voit des couleurs mouvantes, surtout quand on ferme les yeux. On peut aussi avoir des expériences esthétiques de beauté. Et ce qui est un peu particulier, ce sont des phénomènes de synesthésie, c'est-à-dire qu'on peut voir les sons se transforment en couleurs, en lumière, en mouvement. On peut aussi ressentir les sons, les ressentir par exemple dans son corps. Donc on peut aussi avoir des modifications de perception au niveau de l'ouïe et du toucher. À vrai dire, je me sens dans un état très bizarre. Non, maintenant, c'est stupide.
pour toi. Hilarité, fou rire, et donc on ferme les yeux. À ce moment-là, on est à nouveau happé par toutes ces couleurs mouvantes. On peut éprouver des émotions fortes de bien-être qui peut aller jusqu'à l'euphorie, mais aussi d'anxiété qui peut aller jusqu'à l'angoisse et aussi de tristesse. On peut éprouver des sensations physiques découplées, on peut avoir des sensations de plaisir au niveau physique, des sensations aussi de modification des perceptions du corps, par exemple une modification du volume des membres. Les phénomènes d'autoscopie, notamment avec la kétamine, donc c'est se voir de l'extérieur, donc des sorties de corps. On peut également avoir des perspectives méta sur soi-même, donc réévaluer la situation. Vous savez à quel point il est évident que votre meilleure amie se fourvoie dans sa relation amoureuse, mais elle est complètement amoureuse de cet abruti qui pourtant là-bas la trompe. Et sous psychédélique, elle peut se voir de l'extérieur et comprendre la situation, donc d'une autre façon, un peu comme vous la comprenez vous-même, et donc voir que le prince charmant se transforme soudainement en crapaud. Parmi les effets, on trouve aussi la dissolution de l'ego. L'ego, c'est ce qui nous donne notre conscience de nous-mêmes, c'est ce qui nous donne l'impression d'être une entité complètement indépendante des autres, différente des autres et différente aussi de notre environnement, de la nature par exemple. Alors évidemment, si cet ego se dissout, si les frontières de cet ego se dissouent, eh bien notre sensation d'exister ne se limite plus à notre être, mais elle s'étend à tout ce qui nous entoure, aux autres personnes, aux animaux, à la nature, etc. Cette dissolution de l'ego va donc avoir un impact sur notre relation aux autres. Cette connexion aux autres va être plus intense. On dit d'ailleurs de ces substances qu'elles sont empactogènes, c'est-à-dire qu'elles déclenchent l'empathie, ou qu'elles sont antactogènes, c'est-à-dire qu'elles génèrent le désir de contacts sociaux. Alors pour prendre une métaphore, si je me tape avec un marteau de la main droite sur la main gauche, eh bien je me fais mal à moi-même. Si je fais mal à quelqu'un d'autre, si j'ai le sentiment que cet autre est une entité indépendante de moi, je ne me fais pas mal à moi-même. Par contre, si je sens c'est au psychédélique que nous faisons partie d'un tout, eh bien si je fais mal à l'autre, c'est comme si je me faisais mal à moi-même. Ces effets de dissolution de l'ego vont également avoir un impact sur le rapport que nous entretenons avec notre environnement et notamment nous donner une plus grande conscience écologique. Autre effet, c'est la connexion spirituelle. On peut vraiment dire de ces substances qu'elles nous reconnectent aux autres, à l'environnement et à notre spiritualité, à notre être profond. On peut avoir le sentiment d'unité, d'harmonie avec le tout, de transcendance du temps, le passé, le présent, le futur existent en parallèle, une transcendance de l'espace, avoir le sentiment d'avoir accès à la véritable nature de la réalité, que ce qu'on vit là sous psychédélique est plus vrai que la réalité, plus réel que la réalité, qu'on a accès au sens de la vie. Alors, bien sûr, ce sont des connaissances qui ne sont pas cognitives, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur. Et après, bien sûr, après cette expérience psychédélique, nous perdons quelque part tout ce qu'on a appris sous psychédélique en termes de connaissance, de compréhension, mais on sait qu'on l'a vécu, on sait qu'il y a quelque chose d'autre. Pour prendre une métaphore que je dois à Cyril Champagne, on est sur la route dans le noir, puis il y a de l'orage, il y a des éclairs et on voit des choses qu'on ne voyait pas avant l'éclair. Après, l'orage s'arrête et on retombe dans le noir, mais on sait qu'on a vécu quelque chose, c'est-à-dire qu'on sait que les choses ne sont pas telles qu'on le voit, que ce n'est pas que le noir, qu'il y a quelque chose d'autre qui nous échappe. On peut aussi avoir des rencontres avec des entités, on peut revivre des vies antérieures. On parle aussi depuis 2020 d'antéogène, qui vient du grec anthéos, inspiré, possédé, rempli du divin, et de génésétai,
devenir, donc qui crée le divin à l'intérieur. Ce terme n'est réservé qu'aux substances naturelles, donc comme les cactus, comme l'ayahuasca et comme les champignons. Ces substances ont des effets positifs à long terme, comme par exemple l'augmentation du bien-être psychologique, l'amélioration de l'humeur, l'amélioration des relations interpersonnelles, l'accroissement de la satisfaction envers la vie, une augmentation de la spiritualité, une diminution des symptômes dépressifs et anxieux. Et c'est une expérience vraiment noétique, une expérience qui nous définit, qui a un impact sur la définition de nous-mêmes. Pour de nombreuses personnes, c'est une des expériences les plus significatives de leur vie, une des 5 expériences les plus importantes sur le plan personnel, spirituel et ou psychologique. Parlons maintenant des effets indésirables. Ils dépendent du dosage, mais également de l'environnement. Les psychédéliques peuvent générer des sensations et des perceptions étranges et ils peuvent aussi faire remonter des traumatismes anciens. Et tout cela peut être à l'origine d'anxiété, voire d'angoisse, qui peut se muer en véritable panique si la personne n'est pas correctement cadrée. Les effets indésirables sont fréquents, mais d'intensité légère à modérée et transitoire. Le plus souvent, ils sont présents pendant la prise du psychédélique et dans les heures qui suivent et disparaissent généralement en quelques jours, voire en une semaine. Alors, parmi ces effets les plus fréquents, il y a les nausées et les vomissements, mais c'est une conception tout à fait occidentale de voir cela comme quelque chose de négatif. En Amazonie, par exemple, les chamans considèrent que l'ayahuasca est une purge et que donc ces vomissements sont salutaires et permettent de se dégager de choses négatives. Alors d'autres effets secondaires fréquents, ce sont les engourdissements, les tremblements, les troubles de la coordination, la faiblesse, les céphalées, les tensions musculaires, l'insomnie, la perte d'appétit, la fatigue, l'instabilité émotionnelle, l'anxiété et l'humeur dépressive. Parmi les effets indésirables, il y a les fameux bad trips, les mauvais voyages, caractérisés par des états de panique. Alors c'est un problème dans le cadre récréatif, mais beaucoup moins souvent dans le cadre thérapeutique. Dans la thérapie, tout est mis en place pour que l'expérience se déroule le mieux possible. C'est ce qu'on appelle le setting, on y reviendra, ce qui n'est évidemment pas le cas dans le cadre récréatif. En thérapie, si le patient manifeste de l'anxiété, le thérapeute est là pour l'apaiser et s'il fait face à la résurgence d'un événement traumatique, eh bien le thérapeute est là pour le soutenir et pour l'aider à le traverser. Et traverser ces événements pénibles peut s'avérer pour lui tout à fait thérapeutique. En plus, en hôpital, il est également possible d'interrompre les effets psychoactifs par un antidote comme la risperidone ou certaines benzodiazépines et pour la kétamine d'arrêter la perfusion. Les effets indésirables persistants ou graves sont très rares. Citons ce que le DSM, la nosographie américaine, appelle le syndrome post-hallucinatoire persistant. C'est un syndrome perceptif principalement caractérisé par des symptômes visuels prolongés ou récurrents comme des halos lumineux, comme des traînées d'images d'objets en mouvement, comme des formes géométriques, comme des images rémanentes. Voici un exemple. Fixez la petite croix au milieu de l'arc-en-ciel un certain temps et puis regardez la petite croix à droite et vous verrez à nouveau l'arc-en-ciel en négatif. Et encore la myodésopie, c'est-à-dire la conscience accrue des corps flottants, ces petits filaments plus ou moins translucides qu'on peut voir quand on fixe un mur blanc ou un ciel bleu. Alors ce syndrome est principalement dû à la surdose de substances, à la répétition des prises de psychédéliques et à l'interaction avec d'autres substances psychédéliques, mais également d'autres substances psychotropes, comme par exemple l'alcool ou le cannabis. Il est également plus fréquent chez les personnes qui présentent des antécédents psychiatriques. Donc, on l'aura compris, dans le cadre sécurisé de la thérapie, où les antécédents sont pris en compte, où il n'y a pas de polyconsommation, pas d'ingestion répétée et des doses de produits calculées, ce syndrome est quasi nul
sa survenue est tout à fait improbable. Autre effet à court terme, celui-là grave et potentiellement mortel, c'est le syndrome sérotoninergique sévère qui est dû à une accumulation de sérotonine dans le cerveau. Il est principalement dû à la surdose de psychédéliques ou à l'interaction avec d'autres substances, notamment légales comme les antidépresseurs. On l'aura compris, ce risque déjà très rare est tout à fait nul dans le cadre thérapeutique où tout est contrôlé. Les psychédéliques sont-ils dangereux? Il existe 4 critères pour déterminer la dangerosité d'une substance: son pouvoir addictif, le préjudice causé au consommateur, le préjudice potentiel pour la société et l'index thérapeutique. Alors, qu'en est-il du pouvoir addictif? Eh bien, il n'y a pas de dépendance physique, sauf pour la kétamine, il n'y a pas de craving, de besoin impérieux de consommer, ni de syndrome de sevrage. La dopamine, c'est un élément clé dans les mécanismes d'addiction. La voie dopaminergique, c'est ce qu'on appelle aussi la voie de la récompense et du plaisir. Par exemple, quand on consomme de la cocaïne ou de l'héroïne, on éprouve une brève sensation d'euphorie qui est liée à l'augmentation de la dopamine, mais qui s'estompe rapidement et apparaît donc à ce moment-là ce besoin compulsif d'une nouvelle dose, donc ce fameux craving. Or, avec les psychédéliques, on n'a pas ou peu d'implication de la voie dopaminergique. Avec le LSD, on a une implication de la dopamine, mais pas de façon dominante. Et même avec certaines substances, dont l'iboga, on a une diminution de l'activité des zones cérébrales qui sont liées à la récompense. Et c'est pour cette raison que l'iboga donne de bons résultats dans les recherches qu'on a menées jusqu'à présent sur les addictions aux drogues. Et il n'y a pas non plus avec les psychédéliques de stimulation à libérer la sérotonine, ce qui est un mécanisme qui peut pousser également aux addictions, parce qu'un produit qui stimule la libération de sérotonine entraîne un épuisement des stocks neuronaux, et c'est un mécanisme qui peut pousser à chercher à prendre une nouvelle dose. Or, les psychédéliques n'épuisent pas les stocks puisqu'ils ne stimulent pas une libération de sérotonine, ils se substituent à la sérotonine. Sauf la MDMA qui, elle, déclenche une libération de sérotonine et aussi d'ailleurs d'ocytocine. On observe une diminution des effets si les prises sont successives, c'est ce qu'on appelle la tachyphylaxie. Évidemment, ça perd de son intérêt de prendre une substance qui ne donne plus d'effet. D'autant que les effets positifs ont tendance à diminuer, mais les effets négatifs, eux, ont tendance à augmenter. Alors, on ne s'explique pas encore très bien ce phénomène de tachyphylaxie. Pour les psychédéliques, on l'attribue à la régulation à la baisse, c'est-à-dire la réduction ou la suppression des récepteurs 5-HT2A. C'est aussi ce qu'on appelle la tolérance, et cette tolérance est croisée avec les psychédéliques, c'est-à-dire que la tolérance à une substance peut entraîner la tolérance à une autre substance. Par exemple, la tolérance croisée au niveau du récepteur 5-HT2A se produit entre la mescaline et le LSD et aussi entre la psilocybine et le LSD. Alors, il n'y a pas ou peu de dépendance psychologique. Bien sûr, on peut aimer l'expérience et vouloir la répéter, mais comme on peut aimer sauter en parachute et vouloir répéter cette expérience. Ceci dit, c'est souvent éprouvant et fatigant. Il faut par exemple être assez motivé pour l'ayahuasca et l'ibogaïne parce que c'est quand même une épreuve. Donc oui, la consommation peut être répétée, mais en tout cas pas au point d'avoir un impact sur la vie personnelle, sociale et professionnelle des personnes. Rappelons encore une fois que les psychédéliques sont utilisés pour lutter contre les addictions. Alors quel est le préjudice pour le consommateur? Avec les psychédéliques classiques, on n'a pas de lésion d'organes. Il faut par contre être plus prudent avec les substances apparentées. Par exemple, la kétamine en cas de très forte dose peut entraîner un arrêt respiratoire et en cas de dose répétée, elle peut entraîner des lésions, notamment au niveau cérébral, hépatique ou encore rénal.
L'ibogaïne, elle, peut entraîner des complications au niveau cardiaque et la MDMA également si on a une activité physique intense, comme par exemple dans les rave parties, parce que la MDMA active le système sympathique. On aura compris, ces risques-là n'existent pas dans un cadre thérapeutique où la prise de ces substances est contrôlée. On n'a pas de risque d'overdose avec les psychédéliques classiques et pour la plupart des apparentés. Et pour parvenir à une overdose avec une substance apparentée, on doit multiplier la dose efficace un très très grand nombre de fois. Nous avons le risque de bad trip, nous en avons parlé, et il y a également dans le cadre récréatif un risque comportemental. Par exemple, conduire son véhicule sous l'effet de la substance est dangereux, mais comme il est dangereux de conduire sa voiture en état d'ébriété. On a aussi des risques de fuite panique. Un de mes patients s'est retrouvé à quelques kilomètres de chez lui, courant dans une fuite éperdue. Et on a également un risque de passage à l'acte agressif. Certaines substances comme le LSD peuvent générer des états d'anxiété et les personnes peuvent être un peu parano et donc agresser les personnes qu'elles soupçonnent être contre elles. On a aussi relevé des cas rares d'idées suicidaires et de passage à l'acte suicidaire, notamment dans les recherches qui ont été menées avec les psychédéliques dans les cas de dépression et de traumatisme psychique. Mais rappelons que ces pathologies comportent en elles-mêmes un risque suicidaire. Par exemple, pour la dépression, selon les études, 4 à 15% des personnes dépressives présentent un tel risque. Alors, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a une grande étude qui a été menée aux États-Unis, ça n'a pas encore été fait en Europe, et cette étude a montré que 17% de la population a déjà consommé un psychédélique ou une substance apparentée, et que parmi ces 17% de consommateurs, il n'y a pas de risque accru de problèmes de santé mentale. On retrouve exactement le même nombre, le même pourcentage de problématiques de santé mentale parmi les consommateurs et parmi les non-consommateurs. Quel est le préjudice pour la société? Eh bien, pas de crime, pas de blessures infligées à autrui, pas de dommages causés à l'environnement sous psychédélique ou pour obtenir sa dose. On ne va pas braquer les banques ou les petites vieilles pour avoir de l'argent pour payer sa dope. Et donc pas de risque sauf comportemental. Effectivement, si on prend sa voiture en étant sous psychédélique, on peut entraîner un accident et donc être dangereux pour autrui, mais ni plus ni moins qu'on ne l'est sous alcool, avec évidemment au niveau thérapeutique cette assurance qu'on ne laisse pas partir quelqu'un qui est sous substance quand il sort du cabinet ou de l'hôpital, il n'est plus sous les effets psychédéliques. Quatrième critère pour évaluer la dangerosité d'une substance, c'est l'index thérapeutique, c'est-à-dire le rapport entre la dose létale et la dose efficace. Plus cet index thérapeutique est faible, donc moins il y a de différence entre la dose thérapeutique et létale, et donc plus la substance est dangereuse. Par exemple, pour les barbituriques, cet index thérapeutique est étroit. Pour les psychédéliques, eh bien, ils sont très larges. CNews rapportait en 2020 le cas d'une femme de 46 ans qui avait accidentellement pris 550 fois la dose normale de LSD, pensant qu'elle prenait sa cocaïne, et il lui est rien arrivé de fâcheux, elle a juste eu un très très gros trip. David Nutt, un neuropsychopharmacologue qui travaillait jusqu'en 2009 à l'université de Bristol et qui maintenant travaille à l'Imperial College de Londres, a établi la dangerosité des drogues. On le voit sur cette animation. En rouge, la dangerosité pour les autres. En rose, la dangerosité pour soi-même. On voit que l'alcool est tout en haut de la pyramide, suivi de l'héroïne et du crack. Et tout en bas, on trouve le LSD et les champignons. Alors, est-ce que les psychédéliques sont des drogues? En fait, il n'existe pas de consensus sur ce qu'est une drogue. Est-ce que c'est une substance illégale? Dans ce cas-là, effectivement, les psychédéliques le sont. Est-ce que ce sont des substances toxiques? Alors, les psychédéliques ne le sont pas, mais le tabac est bien une drogue, selon cette définition-là.
Est-ce que ce sont des substances qui ont une potentialité de consommation abusive? Alors les psychédéliques ne sont pas des drogues, mais le tabac et l'alcool le sont. On peut dire en tout cas, parce que là c'est une définition légale, que les psychédéliques sont des stupéfiants, c'est-à-dire des psychotropes frappés d'illégalité. Est-ce que les psychédéliques sont des hallucinogènes? Alors oui, selon les catégorisations actuelles, les hallucinogènes comportent 3 catégories de substances, dont les psychédéliques, aux côtés desquels on trouve les dissociatifs et les délirants. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'hallucinogènes, c'est-à-dire de substances qui produisent des hallucinations? Je pense qu'il y a vraiment une propension à la pathologisation des expériences spécifiques, particulières, transcendantales, mystiques dans nos sociétés, raison pour laquelle d'ailleurs on appelle aussi ces substances des psychotomimétiques, c'est-à-dire qu'ils miment la psychose, ou on les nomme aussi psychodysleptiques, c'est-à-dire qui perturbent le fonctionnement mental. Le plus souvent, les psychédéliques ne donnent pas d'hallucinations, mais plutôt des altérations ou des déformations des perceptions, notamment au niveau des couleurs, des lignes, des formes géométriques. On ne peut pas en fait dire que les psychédéliques génèrent des hallucinations, c'est-à-dire des perceptions sans objet, mais au contraire des expériences qui sont très signifiantes pour les personnes. Vincent Verhulst de la Société psychédélique française nous invite à plutôt parler d'hallucinose, c'est-à-dire de phénomènes hallucinatoires dont le sujet reconnaît l'irréalité. Quelqu'un qui délire, un schizophrène ou un paranoïaque, ne reconnaît pas ces hallucinations comme des hallucinations, il les pense vraies, il les prend pour la réalité, il n'a pas ce qu'on appelle de conscience morbide, de conscience que ce n'est pas normal. Alors que sous psychédéliques, les personnes ne vivent pas vraiment des hallucinations, mais un fonctionnement cognitif différent qui leur permet d'accéder à une autre vision des choses. Nous allons brosser rapidement l'histoire des psychédéliques dans le champ de la santé mentale dans nos sociétés occidentales. La grande spécialiste de l'histoire des psychédéliques, c'est Zoé Dubus, elle est française, elle est en post-doctorat actuellement. Vous pouvez trouver sur cette chaîne Résilience Psy une vidéo où elle nous conte l'histoire des psychédéliques. Les psychédéliques connaissent une première heure de gloire dans le champ de la santé mentale entre 1920 et 1970, mais principalement entre 1950 et 1970, c'est-à-dire après qu'Albert Hofmann ait découvert en 1943 les propriétés psychotropes du LSD. Je vous rappelle que c'est une substance qu'il a synthétisée en 1938 à partir de l'ergot du seigle. L'ergot du seigle, c'est un champignon parasite. Vous voyez les petits grains noirs de seigle qui sont attaqués par cet ergot. Et les recherches ont eu d'autant plus de succès après qu'on ait découvert le premier neuroleptique, la chlorpromazine, qui permet d'interrompre les effets psychotropes du LSD. Entre 1950 et 1970, les psychédéliques, et en particulier le LSD, comptent parmi les substances psychoactives les plus étudiées dans le monde. Des recherches sont menées dans le traitement notamment de la dépression, de la dépendance à l'alcool, de la douleur et de l'anxiété liée à la fin de vie. C'est Claudine Escoffier-Lambiotte, une médecin journaliste, qui signe le glas des psychédéliques en France. Elle fait autorité dans le monde scientifique, c'est d'ailleurs à elle que l'on doit la première rubrique médicale dans le journal Le Monde, et Claudine Escoffier entend parler de quelques cas de jeunes Américains hospitalisés à Paris, des Américains de passage en Europe sur le chemin de l'Orient et hospitalisés pour des bad trips. Elle, qui est d'habitude si sérieuse, se contente de cette information. Elle sonde la presse américaine et écrit 3 articles, Les poisons de l'esprit, des articles alarmistes dans lesquels elle présente le LSD comme une drogue redoutable à l'origine des psychoses. La presse s'emballe, surenchérit et on a droit à une véritable panique morale. Ce qu'on appelle une panique morale, c'est un concept développé en 1972 par Stanley Cohen et qui décrit une réaction collective disproportionnée à des pratiques culturelles ou personnelles, en général minoritaires,
considérées comme néfastes ou déviantes par la société. Les autorités réagissent de façon précipitée et 6 semaines après la publication des 3 articles, le gouvernement classe le LSD dans la catégorie des stupéfiants. Aux États-Unis, les années 60 sont les années de la contestation. Les jeunes remettent en question la société de leurs parents, ils luttent pour une société plus juste pour les femmes, plus juste pour les Noirs. Ils sont contre la guerre du Vietnam, et les garçons portent des cheveux longs, les femmes portent des pantalons, ils fuguent, ils dorment dans les parcs, ils partent pour San Francisco, ils partent pour l'Orient. La société conservatrice cherche à décrédibiliser ces mouvements sociaux et le LSD est pointé du doigt. Dans les suites, en 1970, la loi sur les substances contrôlées prohibe toute consommation de substances psychédéliques et en 1971, la Convention sur les substances psychotropes, coordonnée par les Nations Unies, classe les psychédéliques dans la liste des substances dangereuses avec un haut risque d'abus et sans réelle valeur thérapeutique, ce qu'on appelle l'annexe 1. Cette loi va avoir un impact évidemment sur les États-Unis, mais également sur tout le monde occidental et va signer la fin des essais cliniques et des applications thérapeutiques. Les raisons de la mise au ban des psychédéliques est donc principalement sociétale et politique et non médicale. D'ailleurs, les substances bien plus dangereuses comme les barbituriques, l'alcool ou encore le tabac passent sous les radars. Le retour des psychédéliques dans le champ de la santé mentale. L'efficacité thérapeutique des psychédéliques et des substances apparentées est à large spectre. On dit qu'elle est transdiagnostique, c'est le terme proposé par l'Imperial College de Londres. Ces substances ont déjà prouvé leur efficacité dans le traumatisme psychique, la dépression résistante, la détresse de fin de vie, les addictions à l'alcool et au tabac, les troubles obsessionnels compulsifs, les algies vasculaires de la face. Et nous avons beaucoup d'espoir qu'elles puissent aider des patients souffrant d'anorexie, de maladies d'Alzheimer, de migraines, de douleurs, de post-coma, d'addictions aux stimulants, d'autisme, de troubles psychotiques ou encore de troubles bipolaires. En guise d'illustration de l'efficacité thérapeutique des psychédéliques et des substances apparentées, nous allons passer en revue quelques recherches qui ont été menées, qui donnent des résultats intéressants dans le trouble dépressif, le trouble anxieux, les addictions et le stress post-traumatique. Alors en ce qui concerne le trouble dépressif, d'après les études, on a à peu près 30% de dépression résistante aux traitements psychothérapeutiques et médicamenteux. Depuis 2020, aux États-Unis et depuis 2022 dans de nombreux pays, la kétamine est utilisée pour les troubles dépressifs. Elle donne d'ailleurs des effets très rapides sur les idées suicidaires, ce qui est évidemment intéressant puisque les antidépresseurs mettent 2 à 3 semaines avant de faire leurs effets et quand on a un risque de suicide, c'est du temps important qui est gagné sur le risque encouru. Malheureusement, les effets sont de courte durée, ils sont rapides, mais de courte durée. Des études sont menées sur la psilocybine. Par exemple, en 2021, l'Imperial College de Londres a mené une recherche, psilocybine versus escitalopram, qui est un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine. C'est un antidépresseur qui est donné dans le cas de dépression sévère. Et ce qu'on remarque, c'est que 6 semaines post-traitement, on a une amélioration de 70% pour la psilocybine contre 48% pour l'antidépresseur, ce qui fait quand même 22 points de mieux pour la psilocybine. On a une rémission chez 57% des patients, donc ça veut dire que 57% des patients ne répondent plus aux critères diagnostiques du trouble dépressif, contre 28% pour les personnes qui ont reçu l'antidépresseur. Ça fait donc 29% de mieux pour les psychédéliques par rapport aux antidépresseurs. Alors ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait une majoration des idées suicidaires, mais cela n'est pas significatif. Les hypothèses qui circulent en ce moment, c'est des hypothèses qu'on a d'ailleurs rencontrées à la fin des années 1990 quand le Prozac a été mis sur le marché, c'est que l'énergie donnée par la substance pourrait être utilisée pour le passage à l'acte suicidaire alors que les personnes très déprimées n'ont pas l'énergie
pour mener à bien à terme un tel projet. Ceci dit, pour le Prozac, dans le début des années 2000, des recherches ont invalidé le fait qu'il y avait un risque majoré de suicide et donc il est probable que ce soit le cas aussi pour les psychédéliques, qu'il n'y ait pas en fait de risque accru, qu'il n'y ait pas une suicidabilité plus importante avec les psychédéliques qu'avec d'autres produits tels que les antidépresseurs. En 2022, une étude a été menée par l'université d'Oxford avec la psilocybine et 3 semaines post-traitement, on a constaté une disparition des symptômes dépressifs chez 39% des patients et les symptômes ont été diminués de moitié chez 37 autres %. Ces résultats positifs sur la dépression ont valu à la psilocybine de recevoir le statut de thérapie révolutionnaire. C'est un statut prioritaire qui est accordé par la FDA, la Food and Drug Administration, l'agence du médicament américain. C'est l'agence qui autorise la mise sur le marché des médicaments et c'est un statut qui est accordé à un produit médicamenteux en cours de validation et de nature à procurer une avancée thérapeutique décisive. En 2023, à l'université de Bâle, un essai clinique de phase 2 a été mené sur les personnes dépressives avec du LSD et a montré qu'une réduction moyenne des symptômes dépressifs était obtenue de presque 4 fois supérieure chez les personnes qui ont reçu le LSD par rapport à celles qui ont reçu un placebo. Alors pour rappel, avant la mise sur le marché, un médicament passe par 3 phases. La première phase, la substance est donnée à un petit échantillon. On évalue notamment sa toxicité. La phase 2, la substance est donnée à un petit échantillon. On doit, dans cette phase, évaluer la dose efficace et les effets secondaires. Et en phase 3, la substance est donnée à un grand échantillon et elle est comparée au traitement existant, s'il en existe évidemment, et à un placebo. Voyons maintenant ce qu'il en est au niveau des troubles anxieux. L'université de Bâle a mené en 2022 une étude sur les effets du LSD sur l'anxiété généralisée, la phobie sociale et le trouble panique. 4 mois après le traitement, on observe une diminution de 30% des symptômes chez 2 tiers des patients. En ce qui concerne l'addiction à l'alcool, en 2019, l'université de Johns Hopkins a mené une grande étude sur des personnes qui avaient souffert d'alcoolisme pendant en moyenne 7 ans et qui avaient reçu un traitement à la psilocybine ou au LSD. Et ce qu'on remarque, c'est que 83% d'entre eux ne répondaient plus aux critères du trouble lié à l'usage d'alcool et que 28% déclaraient que les changements de priorité ou de valeur associés à l'expérience psychédélique avaient facilité la réduction de l'abus d'alcool. Ce qu'on remarque également, c'est qu'une plus grande dose de psychédéliques, des effets mystiques et une signification personnelle des expériences étaient associées à une plus grande réduction de la consommation d'alcool. En fait, une méta-analyse menée sur 12 études a mis en évidence une corrélation entre expériences mystiques et effets thérapeutiques pour 10 d'entre elles. On comprend donc mal pourquoi certaines firmes pharmaceutiques veulent créer des psychédéliques sans expérience psychédélique, c'est-à-dire sans ces aspects qui pourtant semblent se révéler extrêmement thérapeutiques. En 2022, l'université de New York a mené une étude avec la psilocybine et montre que 6 mois après le traitement, la consommation a été diminuée de 80% chez les consommateurs et la consommation excessive était passée de 1 jour sur 2 à 1 jour sur 10. Pour l'addiction au tabac, Johns Hopkins University a mené en 2017 une étude avec 2 à 3 doses de psilocybine et on remarque que 60% des fumeurs sont abstinents après 6 mois alors que ces personnes fumaient 1 paquet par jour et avaient déjà fait 6 essais antérieurs pour arrêter de fumer. Donc la psilocybine s'est montrée 2 fois plus efficace que les patchs et les thérapies comportementales et cognitives. En ce qui concerne le syndrome de stress post-traumatique, une première étude de phase 3 terminée en 2021 est menée sur des personnes qui souffraient de trauma depuis en moyenne 14,8 ans et qui bien entendu avaient tenté plusieurs thérapies médicamenteuses et psychothérapies sans succès.
après 2 à 3 prises de MDMA, se sont améliorés pour 88% de ces sujets et 67% d'entre eux étaient en rémission contre 32% dans le groupe contrôle. Une deuxième étude de phase 3 a confirmé ces résultats et devrait déboucher d'ailleurs sur la commercialisation par la FDA de la MDMA sur le marché américain en août 2024, donc pour cette indication précise de syndrome de stress post-traumatique. Alors la MDMA s'est révélée efficace sur le TSTP, avec ou sans troubles dissociatifs, avec ou sans antécédents d'addiction comme l'alcool ou la drogue, et également sur les traumatismes sévères dans l'enfance. Elle a permis, la MDMA, de réduire les symptômes spécifiques du stress post-traumatique et également de pathologies associées, notamment les symptômes de dépression. Tout comme la psilocybine pour la dépression, la MDMA a reçu de la FDA le statut de thérapie révolutionnaire. Alors, la première étude sur le trauma avec la MDMA date de 2004. La mise sur le marché est prévue en 2024. Il aura donc fallu 20 ans pour que l'efficacité thérapeutique du médicament soit reconnue et donne lieu à une autorisation de commercialisation. D'autres substances sont testées pour le syndrome de stress post-traumatique, notamment l'ibogaïne. Une étude a été menée en 2022 conjointement par l'Université de l'État de l'Ohio et par la Johns Hopkins University sur des vétérans. Et l'étude montre qu'on a une réduction de 88% des symptômes de TSTP, de 87% des symptômes de dépression et de 81% des symptômes d'anxiété. La détresse existentielle de fin de vie semble aussi bien répondre aux psychédéliques. C'est une crise existentielle et identitaire qui habituellement répond assez peu aux médications, notamment aux antidépresseurs. Cette crise, c'est tout à la fois une perte de repères identitaires, une remise en question des valeurs, des croyances et du sens de la vie, un questionnement sur l'après-vie, c'est aussi des émotions comme la peur, peur du futur, peur de la mort, de l'anxiété, de la détresse, du désespoir, ce qui peut entraîner d'ailleurs un repli sur soi et une diminution de l'adhérence au traitement. En 2016, l'Université de New York a mené une étude avec des patients souffrant de cancer en phase avancée avec de la psilocybine. Et 7 semaines après le traitement, on observe une diminution de 58% des symptômes anxieux et de 83% des symptômes dépressifs. Et ce qui est intéressant, c'est que ces effets sont durables parce que chez les patients encore en vie 4 ans après la prise de psychédéliques, eh bien, c'est maintenu l'amélioration sur l'anxiété et la dépression. En 2016, l'université de Johns Hopkins a, elle, mené aussi une étude avec la psilocybine et constate également, 5 semaines après le traitement, une diminution de 92% des symptômes de dépression et de 76% des symptômes d'anxiété contre 32 et 24% pour ceux qui ont reçu le placebo. Comment agissent les psychédéliques? Quel est leur mode d'action? Il existe 2 types d'explications. D'une part, les explications matérialistes, c'est-à-dire des explications données à partir du fonctionnement du cerveau ou de la structure du cerveau. Et d'autre part, les explications non matérialistes ou post-matérialistes qui défendent l'idée que la conscience n'est pas locale, qu'elle ne dépend pas du cerveau, qu'elle est extraneuronale. Commençons par les explications matérialistes. Les psychédéliques génèrent des remaniements fonctionnels et des remaniements anatomiques. En ce qui concerne les changements fonctionnels, c'est-à-dire dans l'activité du cerveau, certaines zones du cerveau sont hyperactivées, c'est notamment le cas des zones visuelles, comme on le voit en rouge sur ce dessin, et d'autres zones sont hypoactivées. C'est notamment le cas du néocortex préfrontal, de certaines zones qui font partie du réseau mode par défaut, et de la petite boule qu'on voit au milieu, l'amygdale. Commençons par parler de la diminution de l'activité du réseau mode par défaut. Alors ce réseau mode par défaut, il est constitué par l'activité de différentes régions de notre cerveau qui s'activent quand nous ne faisons rien. Donc en réalité, on fait toujours quelque chose.
et ces zones se désactivent quand nous sommes impliqués dans une tâche. Alors ce mode par défaut, il joue un rôle important dans notre adaptation au monde parce qu'il joue un rôle important dans notre mémoire, dans l'introspection, dans l'évaluation de notre passé, dans la planification de l'avenir. Et donc, en fait, il est aussi très lié à notre conscience de nous-mêmes et donc, en fait, à l'ego. Mais quand ce mode est hyper activé, alors nous avons tendance à ressasser les mauvais souvenirs, à imaginer toutes les catastrophes qui pourraient survenir dans le futur, et nous avons aussi tendance à avoir des comportements automatisés. Ce mode par défaut, il est très actif dans la dépression, dans le trouble de stress post-traumatique, dans les troubles obsessionnels compulsifs et aussi dans les addictions. On peut dire que ce réseau mode par défaut, il exerce une sorte de filtre et grâce aux psychédéliques, il y a une levée de ce filtre qui va permettre de penser différemment, de façon plus libre, de façon plus créative. Donc les PDL, en diminuant l'activité de ce mode par défaut, augmentent la flexibilité cognitive et évidemment c'est précieux pour toutes les problématiques, pour toutes les pathologies qui seront caractérisées par des modes de pensée ou par des comportements rigides. On observe aussi une diminution de l'activité dans le cortex préfrontal. D'ailleurs, certaines parties de ce cortex préfrontal font partie du réseau mode par défaut. Dans ce cortex s'élabore le raisonnement, la prise de décision, la pensée rationnelle et aussi la planification des comportements. Du fait que cette zone est hypoactive, cela permet aussi d'avoir plus de flexibilité mentale. C'est comme si cela ouvrait une fenêtre de flexibilité. Autre chose importante, c'est la diminution de l'activité de l'amygdale. L'amygdale, ce sont des petites glandes, en réalité nous en avons deux, en forme d'amande que vous voyez là en rose sur le schéma. L'amygdale, c'est le centre de la peur, c'est le centre des émotions. Habituellement, quand on se souvient d'un souvenir traumatique, cette amygdale s'active, voire se suractive, et quand elle se suractive, ça empêche qu'on accède à l'information traumatique, et en tout cas, ça empêche que cette information traumatique soit digérée, si on peut le dire comme ça, c'est-à-dire qu'elle soit intégrée au niveau des petits organes en verre que vous voyez, qu'on appelle l'hippocampe. Avec les psychédéliques, et notamment avec la MDMA, on a une réduction de l'activité de l'amygdale, ce qui permet d'affronter les souvenirs traumatiques sans qu'elle se suractive. Et cela va favoriser ce qu'on appelle l'extinction de la peur, c'est-à-dire que la personne va pouvoir à nouveau recontextualiser les choses, elle va pouvoir se dire ici je suis en sécurité, alors que dans le trauma, la personne se sent en permanence menacée, même dans les contextes où elle est tout à fait sécure. Donc les psychédéliques vont élargir la fenêtre de tolérance émotionnelle en réduisant cette activation de l'amygdale. Nous avons vu que l'activité de certaines régions du cerveau sont diminuées sous psychédéliques. Nous allons parler maintenant de l'augmentation de la connectivité, c'est-à-dire des connexions entre les différentes parties du cerveau. Les neurones fonctionnent habituellement selon des schémas d'activité prévisibles. Par exemple, les informations visuelles ne sont traitées que par le cortex visuel, les informations auditives uniquement par le cortex auditif. Et bien, sous psychédélique, une information peut être traitée et par le cortex auditif et par le cortex visuel, et c'est ce qui donne lieu aux synesthésies dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple qu'on peut voir les sons. Donc, sous psychédélique, une information peut être traitée par différentes régions du cerveau qui habituellement sont déconnectées. Notre cerveau, on peut dire qu'il fonctionne un peu comme celui d'un bébé dont les connexions sont plus malléables. Donc les psychédéliques, en fait, ils font une sorte de reboot, une sorte de réinitialisation du cerveau, ce qui est évidemment intéressant pour les personnes qui souffrent de troubles de santé mentale ou d'addiction par exemple. Sous psychédélique, nous observons des changements fonctionnels, c'est-à-dire des changements dans l'activité cérébrale, mais nous observons également des changements structurels, des changements anatomiques. On voit par exemple les neurones bourgeonner de nouvelles dendrites. Les dendrites, ce sont des petits prolongements ramifiés des neurones. Elles jouent un rôle majeur dans la transmission des informations entre neurones et des études récentes l'ont montré, ces dendrites jouent également un rôle important dans le traitement de l'information.
On les compare maintenant comme à des mini-ordinateurs au sein de la cellule cérébrale. Ce sont donc les dendrites qui permettent aux neurones de se connecter les uns avec les autres et donc de créer des connexions entre neurones. Eh bien, les psychédéliques semblent augmenter cette capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions. Et la capacité à créer de nouvelles connexions, c'est ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Les psychédéliques augmentent donc la plasticité cérébrale, ce qui vient corriger l'appauvrissement des connexions qu'on observe dans de multiples troubles, comme par exemple la dépression, le stress chronique ou encore les troubles neurocognitifs. En résumé, les psychédéliques provoquent des changements fonctionnels et structurels, ce qui crée une fenêtre de flexibilité mentale et qui permet aux personnes qui souffrent de troubles de santé mentale de sortir de schémas répétitifs mentaux et comportementaux et d'être beaucoup plus ouverts aux changements sans croyances bloquantes comme le cerveau d'un enfant. Alors si vos adolescents vous réclament le biberon, vous aurez compris qu'ils consomment certaines substances. On peut dire qu'avec les psychédéliques, la psychologie rejoint les neurosciences. En fait, les effets et la signification subjective de l'expérience psychédélique jouent un rôle important, de même d'ailleurs que la réceptivité accrue au processus psychothérapeutique. Nous avons parlé du cerveau et de ce qui s'y produit sous psychédélique, mais d'autres personnes défendent une hypothèse différente. Certes, ils ne nient pas qu'il y a une activité dans le cerveau sous psychédélique, mais pour eux, ce n'est pas l'essentiel. Je reprends la métaphore du téléphone de Christophe Fauré dans son dernier ouvrage « Cette vie au-delà ». Il dit que si on regarde une vidéo YouTube sur son téléphone, on peut évidemment observer une activité électrique dans le téléphone. Et pourtant, la vidéo n'est pas produite par le téléphone n'est qu'un récepteur de cette vidéo qui est produite ailleurs. Les expériences de mort imminente, les expériences de sortie de corps, les vécus subjectifs de contact avec un défunt, les visions à distance, par exemple la faculté qu'ont certaines personnes de pouvoir décrire une scène ou une pièce qui se trouve à des milliers de kilomètres, ou encore la lucidité terminale, cette lucidité dont certaines personnes font preuve dans les jours qui précèdent leur décès, comme par exemple des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, qui ne parlent plus, parfois depuis plusieurs années, et qui tout à coup se remettent à parler et à raisonner correctement. Ça dure quelques minutes à quelques heures. C'est généralement dans les jours, voire la semaine qui précède le trépas. Eh bien, tous ces phénomènes remettent en question le fait que la conscience serait liée au cerveau. Puisque si je prends le cas des expériences de mort imminente, le cerveau est en mort clinique. Alors bien sûr, il y a encore une activité résiduelle dans un cerveau en mort clinique, ce n'est pas la mort cérébrale, mais cette activité est insuffisante pour expliquer des phénomènes complexes comme par exemple voir ou entendre, puisque dans l'expérience de mort imminente, des personnes peuvent dire qu'elles ont vu les chirurgiens, elles peuvent rapporter leurs propos, elles peuvent parfois aussi dire ce qui se passait dans un couloir ou une salle d'attente éloignée de la salle d'opération. Et dans le cas de la lucidité terminale, le cerveau est trop endommagé par la maladie neurocognitive, par exemple par la maladie d'Alzheimer, pour expliquer cette soudaine capacité à parler et à raisonner. L'hypothèse, c'est que ces états où le cerveau fonctionne moins bien nous permettraient d'accéder à la conscience, à la grande conscience qu'on pourrait appeler la conscience universelle. Alors bien sûr, heureusement, on peut atteindre cette conscience universelle par d'autres moyens comme la méditation ou la respiration holotropique et les psychédéliques. Donc les psychédéliques permettraient dans cette vision non matérialiste ou post-matérialiste de nous libérer du filtre qui est créé par notre cerveau et cela nous permettrait donc d'accéder à d'autres niveaux de conscience. Si vous êtes intéressé, je vous invite à visionner les vidéos de la playlist Dimension invisible de la conscience. La psychothérapie assistée par psychédélique ou PAP.
Parlons tout d'abord des contre-indications. Les personnes qui souffrent d'un trouble psychotique ou d'un trouble bipolaire devraient être écartées. Et elles devraient être également écartées si elles-mêmes n'ont pas manifesté ces troubles-là, mais s'il y a des antécédents familiaux. Alors, ce sont des contre-indications actuelles parce que la sauge du devin, notamment, laisse des espoirs qu'on pourrait, dans l'avenir, aider ces personnes à trouver des solutions thérapeutiques avec des psychédéliques. Les personnes qui souffrent de maladies cardiovasculaires qui ne sont pas contrôlées, des maladies sévères, devraient également être écartées. Et on doit être très prudent par rapport aux médications parce qu'il existe de nombreuses interactions entre les psychédéliques et d'autres substances, comme par exemple les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, les IMAO, donc ce sont des antidépresseurs, le lithium, certains antimigraineux et encore de nombreuses autres substances. Alors, comment se déroule une psychothérapie assistée par psychédélique? Dans le cadre de la recherche, elle débute par quelques entretiens préparatoires, des entretiens qui permettent de définir avec le patient ses objectifs, ses attentes, de parler aussi avec lui de ses expériences antérieures, et notamment avec les états de conscience modifiés ou avec les psychédéliques. Dans le cadre d'une thérapie, il peut s'agir de quelques entretiens préparatoires, mais parfois aussi d'une véritable thérapie. Rappelons d'ailleurs que ces thérapies sont interdites actuellement en France et en Belgique, mais en Suisse, certains psychiatres obtiennent des dérogations qui leur permettent de proposer les psychédéliques à leurs patients dans un cadre évidemment très contrôlé. Ensuite vient la séance d'administration du psychédélique ou de la substance apparentée et enfin, dans la recherche, quelques séances d'intégration dans une thérapie, parfois quelques séances, mais parfois aussi de nombreuses séances. Parlons maintenant du set and setting. C'est un concept important, on le doit à Timothy Leary. Timothy Leary était un psychologue militant de l'usage des psychédéliques dans les années 60 et ce concept apparaît pour la première fois dans un article en 1961. Alors, on l'a déjà évoqué, les effets des psychédéliques sont dépendants de facteurs extra-pharmacologiques, c'est-à-dire que l'expérience est fortement influencée par la disposition psychologique du sujet et par le cadre dans lequel il se déroule. Le concept de set and setting désigne donc tous les paramètres non médicamenteux de l'expérience qui façonnent la réponse aux substances psychédéliques. Le set ou le mindset, c'est le passager, c'est son bagage, c'est ce avec quoi il arrive, c'est-à-dire sa personnalité, ses attentes, ses désirs, ses intentions, ses peurs, son humeur, sa préparation à l'expérience, ses expériences antérieures par rapport aux états de conscience modifiés ou par rapport aux psychédéliques et bien entendu sa culture. Il est évident qu'une personne n'aborde pas son voyage de la même façon dans la culture amazonienne où les cérémonies sont autorisées et considérées comme sérieuses, et en France où les psychédéliques sont interdits et où ils traînent encore une sulfureuse réputation de drogue dangereuse. Le setting, ce sont les conditions du voyage. On voyage évidemment de façon plus confortable en première classe qu'en classe économique d'un low cost. Donc nous allons tout faire pour offrir une première classe à nos patients. Parce qu'en soignant le cadre, on augmente les chances que l'expérience se déroule bien, on limite les risques de bad trip et on augmente aussi les chances de l'émergence d'une expérience mystique. Une étude a montré que 83% des patients mis dans un contexte favorable ont une expérience mystique contre 54% pour les autres. Alors, le setting, c'est l'environnement physique, l'ambiance, la température, la luminosité, le silence ou la musique, les parfums, les odeurs. C'est aussi l'environnement émotionnel, est-ce que les personnes sont présentes ou non, si les personnes sont présentes, quelle est la qualité de présence de ces personnes. C'est aussi les paroles et les gestes du thérapeute dans le cadre thérapeutique. Alors, ce setting est variable en fonction des thérapeutes et également en fonction de la culture. Par exemple, l'expérience psychédélique peut se faire en extérieur ou à l'intérieur, en individuel ou en groupe, selon les cultures ou les préférences des thérapeutes. Dans nos sociétés, dans les contextes de recherche ou dans le contexte thérapeutique, il est conseillé d'offrir un cadre chaleureux, par exemple que la pièce soit joliment décorée, dans une certaine pénombre, avec quelques éléments de la nature, comme des plantes. Vient le jour de l'administration du psychédélique ou de la substance apparentée.
Le patient part généralement avec une intention, même si cela ne détermine pas complètement l'expérience. La pièce est souvent plongée dans la pénombre. Le patient est souvent allongé avec un masque sur les yeux et avec un casque qui diffuse de la musique tout au long de l'expérience. De la musique de préférence sans parole. La recherche a montré que les paroles diminuent la probabilité d'avoir une expérience mystique. Mais parfois, le patient préfère vivre son expérience dans le silence. La personne peut être immobile et introvertie, mais elle peut aussi être agitée, tendue, bouger, crier, chanter, mimer. Le thérapeute accompagne en silence, il intervient de façon minimale. La personne sous psychédélique est très suggestible et donc on va éviter au maximum d'influencer l'expérience. Le thérapeute est là pour encourager à l'introspection, pour rassurer en cas de dysphorie, donc d'émotions négatives. Parfois, il peut aussi recourir au toucher thérapeutique pour rassurer le patient. La substance à elle seule n'est pas thérapeutique, sinon tous nos jeunes qui consomment des psychédéliques dans les rave parties seraient des génies, ce qui n'est pas évidemment le cas. Donc les substances psychédéliques ouvrent des opportunités thérapeutiques, mais elles ne font pas le travail. Donc la prise de psychédéliques doit être suivie par des séances d'intégration. Sans ces séances d'intégration, on peut se souvenir de son voyage comme d'une expérience terrible, horrible, ou au contraire merveilleuse, mystique, mais ça se limite à ça, et ça n'a pas nécessairement des effets thérapeutiques. L'idée est donc de profiter de la fenêtre de plasticité cérébrale que donnent les psychédéliques, ce qu'on appelle aussi l'afterglow, la lueur d'après, pour faire un travail thérapeutique. Le contexte socioculturel d'intégration de l'expérience joue également un grand rôle. Est-ce que la personne va pouvoir parler à son entourage, communiquer sur ce qu'elle a vécu? Est-ce que l'entourage accepte que le proche ait fait ce type d'expérience? Mais de façon plus importante, est-ce que l'entourage va aussi accepter la transformation de la personne et notamment par exemple de sa vision du monde? Alors, si une personne vit une vie bourgeoise et que du jour au lendemain elle décide de vivre avec le minimum et de partir élever des chèvres à la campagne, ça peut ne pas être facile à vivre pour l'entourage. Les avantages des psychédéliques et des substances apparentées par rapport aux médications actuelles. Alors, quels sont les avantages des psychédéliques et des substances apparentées par rapport aux antidépresseurs? Eh bien, c'est que les antidépresseurs doivent être pris tous les jours et ne sont efficaces qu'après 2 à 3 semaines, alors que les psychédéliques sont efficaces immédiatement et leurs effets peuvent perdurer plusieurs mois après une dose unique. Les effets indésirables sont possiblement prolongés avec les antidépresseurs. Il n'y a pas de traitement prolongé avec les psychédéliques, donc ce risque n'existe pas. Les antidépresseurs doivent être arrêtés de façon progressive et l'arrêt peut s'accompagner d'effets indésirables. La question ne se pose pas avec les psychédéliques. On a un risque de surdosage, qu'il soit accidentel
ou intentionnel avec les antidépresseurs, ce risque n'existe pas avec les psychédéliques dans un cadre thérapeutique où les personnes sont encadrées. Les antidépresseurs diminuent l'intensité de toutes les émotions, des émotions négatives, mais aussi des émotions positives. Avec les psychédéliques et les substances apparentées, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Par exemple, la MDMA donne une importance plus importante aux souvenirs positifs. Les antidépresseurs réduisent les symptômes, mais ils ne résolvent pas le problème de fond. Donc, ils sont aidants, ils réduisent les symptômes, mais ils n'agissent pas sur la cause profonde. On a un taux important d'abandon avec les antidépresseurs qui varie entre 10 et 30% selon la molécule. Par exemple, avec la sertraline, on a un taux d'abandon de 28% contre 7% d'abandon seulement avec la MDMA. La psychothérapie assistée par psychédéliques offre donc incontestablement des avantages par rapport aux antidépresseurs en termes de profil de sécurité, d'effets secondaires et de durée de rémission. J'espère que vous avez eu un stupéfiant déclic si vous aviez une image négative de ces substances et j'espère que ce regard a changé. Oui, ce sont des traitements qui sont prometteurs pour l'avenir dans le champ de la santé mentale. Ceci dit, attention à l'image d'Épinal, ce sont des traitements qui ne vont pas convenir à toutes les personnes et qui ne vont pas convenir pour toutes les problématiques. Il y a des patients qui ne répondent pas aux psychédéliques, d'autres pour qui les effets thérapeutiques ne durent pas dans le temps. En plus, cela ne va pas régler absolument tous les problèmes. Imaginons une personne qui, en raison de son traumatisme psychique, a peur d'être dans la rue, s'est recluse chez elle, a cessé de travailler, a cessé de fréquenter un réseau social. Ce n'est pas parce qu'elle va être débarrassée de ses symptômes traumatiques qu'elle va pour autant facilement se réinsérer dans la société. En plus, ces traitements posent de nombreuses questions. Qui va pouvoir les faire? Est-ce que ce sont des psychiatres uniquement dans les hôpitaux? Est-ce que des psychiatres privés vont pouvoir les mener? Est-ce que des psychologues vont pouvoir travailler de concert avec des psychiatres? Qui va rembourser? Est-ce que le patient va devoir payer lui-même sa thérapie? Est-ce que les mutuelles et la sécurité sociale vont rembourser? Il faut penser aussi que ce sont des traitements qui peuvent être très coûteux. Généralement, ce sont 2 thérapeutes qui accompagnent un patient sur plusieurs heures, parfois sur 10-12 heures. Il faut une pièce particulièrement aménagée pour ce type de thérapie. En plus, les substances elles-mêmes sont très coûteuses puisqu'il y a la loi du marché qui joue et que peu d'entreprises pharmaceutiques actuellement produisent ce type de substances, plus de nombreuses choses très coûteuses comme des autorisations. Donc, même si les psychédéliques sont un jour autorisés, ce ne sera pas pour tout de suite et cela va poser de nombreuses questions auxquelles nous n'avons pas encore de réponse actuellement. Je vous invite à rejoindre la Société psychédélique française et à consulter le manuel de réduction des risques qu'ils ont publié sur leur site qu'on peut télécharger gratuitement. Et je vous invite également à rejoindre mon groupe Facebook Psychédélique et Santé Mentale. Faut laisser couler et puis un après-midi d'automne, on avait trouvé un moyen de locomotion. Alors on est parti à la cambrousse. Les champs étaient humides et suffisamment acides. C'était le bon moment pour aller cueillir des champignons. Mangez-moi, 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 mangez-moi. C'est le chant des silos qui suffit, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception.